Bellé, qui est biologiste et qui travaille dans le domaine de l'environnement depuis une vingtaine d'années. Plus particulièrement, elle est au MAPAC depuis les 7 dernières années en tant que conseillère aux mesures d'urgence et elle est intervenue, entre autres, justement, lors de la tragédie du lac Mégantic. Alors, au ministère, son rôle est de soutenir les coordonnateurs régionaux du MAPAC, ceux qui sont responsables finalement de la mission bioalimentaire plus particulièrement, et aussi tous les autres responsables d'activités qui sont désignés comme tels là, en sécurité civile au MAPAC. Ensuite, il y a M. Jacques Bergeron, à l'autre extrême, et qui est cartographe de formation, qui est conseiller stratégique en gestion des feux de forêt à la direction de la protection des forêts du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Il est responsable en particulier du Centre de mesures d'urgence et il encadre les interventions de la SOPFEU, c'est-à-dire la Société de protection des forêts contre le feu, lorsqu'il y a des feux qui menacent justement la sécurité civile. Ensuite, il y a Mme Annick Maletto de la Ville de Montréal. Elle est conseillère en planification pour le Centre de sécurité civile, justement, à la Ville de Montréal. Elle est responsable de certains plans d'intervention particuliers qui sont reliés au climat, ainsi que de la cartographie et des applications logicielles de communication du risque et de surveillance du territoire. Et M. Donald Fortin, qu'on a pu entendre déjà tout à l'heure, qui, comme je l'avais déjà dit, est employé au ministère de la Sécurité publique et qui travaille depuis une dizaine d'années sur tout ce qui touche à l'interopérabilité en termes de sécurité civile. Donc, je n'irai pas plus en détail dans sa présentation, puisque ça a déjà été fait. Alors, sur ce, question peut-être de lancer un peu la plénière. J'irai avec une première question, si vous le permettez, qui pourrait être justement de voir, suite aux présentations qu'on a eues, suite aux différentes situations que vous avez pu connaître dans le cadre de votre travail, comment voyez-vous que les gens qui œuvrent en géomatique pourraient, je dirais, répondre à des situations de catastrophes comme ça, mais d'une façon un peu plus proactive? Parce qu'on a quand même un historique derrière nous de situations d'urgence qui ont eu lieu. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, que ce soit au niveau de la CREGEO, des municipalités, des MRC, mais malgré ça, probablement qu'on peut faire encore mieux. Donc, j'aimerais peut-être avoir votre opinion sur ces possibilités-là. Et par la suite, on pourra demander aux gens de la salle de poser quelques questions pour poursuivre la discussion. Non, tu peux y aller puisque tu as pris la parole en premier. Oui, on travaille en silo. Oui, quand arrive un événement, ça prend des outils d'aide à la décision rapidement. Nous, au Centre de mesures d'urgence, on est quand même dans notre bulle et on a quand même tous nos outils. Sauf qu'il arrive toujours des situations où on n'a pas tout prévu, puis c'est à ce moment-là où on se retrouve un peu mal pris. Comment est-ce qu'on pourrait être un peu plus efficace, plus proactif? Malheureusement, on attend toujours d'avoir peur pour prendre des décisions, poser des gestes. C'est un peu ce qui est arrivé au lac Mégantic. On a vécu la même affaire avec les grands feux de 2010, avec l'évacuation de Bourbon-Montéchy, en 2013, l'évacuation d'East Main et de Ridge-One-Bet, que vous avez peut-être plus entendu parler. Je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire en amont pour pouvoir être prêt. C'est, à mon avis, pas une problématique de technologie ni de données, mais d'arrimage opérationnel qu'il va peut-être falloir adresser davantage. Moi, je me souviens d'avoir, dans le temps, parce que je suis très jeune, d'avoir eu à gérer des situations de crise où, effectivement, j'avais une carte, tout ce qu'on avait, c'était des cartes sur 50 000 puis une boussole. On a géré la crise, mais on avait l'outil. Puis je pense que c'est sur ces outils-là, on retrouvait des données essentielles. Il va falloir qu'on détermine qu'est-ce qu'on a besoin comme données essentielles qui les rendent disponibles en amont des événements et non pas au moment de la crise. En gros, ce serait peut-être le conseil que je pourrais donner, mais il faut aussi peut-être garder là-dedans un accès facile à cette donnée-là, puis laisser une certaine autonomie. Si on a toujours besoin d'être accompagné par des spécialistes, ça devient un petit peu difficile aussi de gérer. Les décisions doivent se prendre vite, puis les spécialistes ne sont pas toujours nécessairement à côté de nous. Et j'imagine qu'en parlant d'accès facile, on pense aussi à la facilité accrue de découvrir les données qui existent. Tout à fait. On parle de démocratiser l'accès à la donnée. C'est sûr qu'on parle à l'intérieur de ça, il y a un concept qu'il faut protéger la vie privée, sauf qu'il faut d'abord protéger la vie dans des situations critiques de sécurité civile. Alors,
va falloir adresser tous ces blocages-là ou ces limitations-là pour être capable d'être plus efficace. Mais ça, il faut que ça se fasse en amont des événements. Si je me permets, je peux sauter là-dessus. Oui, Donald. On est dans une clé intéressante, c'est la planification de mesures d'urgence. Comme je le soulignais tantôt, il faut trouver une façon d'amener le domaine de la géométrie dans la planification des mesures d'urgence pour leur apport, pour leur capacité, là, et ne serait-ce que de faire connaître les produits possibles. En général, lorsqu'il y a de planification de mesures d'urgence, on regarde beaucoup de niveau opérationnel, comment on va intervenir, et on le fait aussi de façon assez silotée. C'est chacune des organisations qui organise cette planification des mesures d'urgence. En urgence, c'est dans un tout autre ordre que les opérations s'effectuent, c'est en collaboration. Et c'est malheureusement souvent en urgence que là, les ponts se créent, les liens se font, et particulièrement dans votre domaine où il y a des échanges nécessaires d'informations qui doivent être mis en place. Je vous le disais tout à l'heure lors de ma présentation, je pense qu'il faut adresser la géométrie à ceux qui planifient les mesures d'urgence et de présenter le potentiel, de présenter les capacités, mais surtout de présenter qu'est-ce que ça implique. Ne serait-ce que des données de base. Je pense que toutes les organisations, vous générez tous des données. Maintenant, il y a des données qui sont peut-être dupliquées d'une organisation à l'autre. Il y a peut-être un partage de données qui pourrait être fait pour faire de la valeur ajoutée. Et comme c'était souligné tantôt, pour plusieurs raisons, les données doivent être protégées. Protégées pour diverses raisons de sécurité, de droit, mais ne serait-ce que de partager la connaissance de cette donnée-là, qu'elle existe, qu'elle est dans tel format d'ailleurs je vais y revenir, mais qu'en urgence, parce que souvent c'est comme ça, on retient une donnée, mais en urgence elle s'ouvre, elle se libère pour des besoins opérationnels. Mais si on sait à l'avance dans quel format, où est-ce qu'elle est située, comment on peut se l'échanger, déjà là on aura avancé et on aura permis, je pense, d'être plus efficace dans l'urgence. Rapidement, en matière d'interopérabilité, je pense qu'en ce moment, il y a des normes qui existent en ce moment qui permettent un partage facile d'informations. Il faut la connaître, il faut l'utiliser, il faut mettre en place ces nouvelles normes-là pour être en mesure de les exploiter quand l'urgence arrive. Je sais que c'est beaucoup plus facile dans votre day-to-day, dans votre quotidien, d'utiliser des normes qui sont relativement propriétaires, mais en ajoutant dans votre palette de capacités ces nouvelles normes-là interopérables qui existent, va permettre d'être beaucoup plus efficace en urgence. Et surtout, je vous invite à être efficace aussi en échange de données avec les partenaires avant l'urgence. Parce que si on met en place des éléments pour l'urgence et qu'on ne l'exerce jamais, qu'on ne l'utilise pas sur une base quotidienne, en urgence, ça va. Merci. Mme Bellé, vous vouliez rajouter quelque chose, oui? Oui, tout à fait. Je suis Donald. C'est vraiment la réalité que l'on a vécue justement au ministère de l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation du Québec. La réalité qu'on rencontre, c'est que les données sont spécifiques dans chacune des directions. Et pour avoir justement un aperçu, il faut bien comprendre l'outil de la géométrie, qui est vraiment un outil extraordinaire d'aide rapide à la décision. Et pour avoir justement l'ensemble, dégager les enjeux, mais il faut avoir l'ensemble de nos clientèles. Et chaque clientèle est un peu spécifique dans chacune des directions. Donc, on voit ici l'opérationnalité, oui, à l'intérieur d'un même ministère, donc des directions qui sont différentes, mais aussi comprendre le mandat également en sécurité civile. Parce que le mandat, ce n'est pas d'aller donner ou de décrire justement l'information, de la partager à d'autres ministères, mais c'est également pour nous, l'outil a été extrêmement utilisé pour dégager à l'intérieur de notre propre ministère les enjeux. Et ces enjeux, justement, par rapport à nos clientèles, qu'on a partagé avec l'ensemble des ministères, justement, pour dégager les enjeux de façon globale et prioriser les actions par la suite qui devaient être faites. Fait que, tout à fait, je ne sais pas si ça donne un complément d'information. Merci. Je vois que Mme Aletto prend le micro, oui. Je vais ajouter bonjour. En termes de prévention et de préparation, je vais adresser les deux sujets en premier. Pour la préparation, on a vu plusieurs problèmes qui ont été mentionnés ce matin, des exemples d'attente à l'imprimante, de ne pas avoir la carte papier, de ne pas avoir le serveur, de ne pas avoir d'électricité, de ne pas avoir... je dirais qu'une chose qu'il faut comprendre, même quand on s'en va vers les technologies plus avancées, même quand on fait d'autres choix, c'est que en mesure d'urgence, je crois que la diversification est vraiment l'outil ultime.
C'est-à-dire, ne dépendez pas d'un seul outil, d'un seul type d'outil, parce que n'importe quoi peut arrêter, même si votre serveur est maintenant ailleurs, même si vous avez une banque de cartes papier, ils peuvent brûler, votre serveur peut planter, n'importe quoi peut arriver. C'est toujours bien d'avoir dans la prévention d'autres outils disponibles. Et de savoir comment s'en servir, évidemment, comme il a été mentionné, où est-ce qu'ils sont et qui peut s'en servir et qui a le droit et tout. Mais pour aller plus loin, je pense que les lacunes au niveau de la géomatique et des mesures d'urgence, dans le sens de la prévention. Parce qu'évidemment, la meilleure mesure d'urgence, si on veut, c'est de prévenir la catastrophe tout court, de ne pas avoir à la gérer, cette catastrophe. Et c'est la place où est-ce qu'on est moins bien développé et il y a un manque d'expertise à ce niveau-là. On est très, très bon à dire qu'est-ce qui est en place sur le terrain, sur le territoire, qu'est-ce qui a été en place, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, mais pas qu'est-ce qui va y avoir lieu. Puis si je vous donne un exemple, vous pouvez me dire où est-ce qu'il était le métro, où est-ce que vous voulez reconstruire le métro, où est-ce que... Mais si je vous demande une question comme si vous avez un nuage toxique, il va aller où avec les vents et la densité de l'air? Si vous avez une explosion, le rayon, il est quoi? Si vous faites un chemin de fer, où est-ce qu'il va avoir plus de chances d'y aller? Ces questions-là ne sont pas posées assez souvent, puis il n'y a pas beaucoup d'expertise. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont confortables en géomatique à faire ça. Pourtant, c'est l'outil idéal pour faire ces genres d'analyse. Fait que l'analyse spatiale a vraiment besoin d'être poussée au niveau de la géomatique. Merci bien. Oui, Jacques, oui. Je dirais même, votre métro, s'il est entouré de grosses épinettes, ça fait très joli, sauf que s'il y a un peu de forêt, votre métro va passer au creux. Alors, il y a toute une analyse de risque en lien avec l'environnement, soit des installations, des individus. Alors, c'est un peu ça que la géomatique, parce que je suis d'accord de dire qu'il y a du travail à faire en prévention. Puis quand on parle d'intervention, pour moi, l'intervention, c'est pas seulement de la lutte. Alors, il faut identifier les problématiques, faire des analyses de vulnérabilité, analyses de risque, à partir des données qu'il faudrait récupérer, puis arriver ensemble. Bon, ensuite, arriver avec un diagnostic pour pouvoir avoir des interventions en prévention ou en mitigation pour diminuer les risques. Dans ce sens-là, il y a beaucoup de travail à faire, encore une fois, en amont des événements. Tout à fait. Tout à l'heure, on parlait d'une entente entre une quinzaine de pays avec une charte qui ouvrait les données en cas d'urgence particulière. Est-ce qu'on a un équivalent de ça au niveau provincial et municipal? Est-ce que ça pourrait être un premier pas, une première piste d'action? Je trouve ça intéressant parce que, comme c'était mentionné ce matin lors des présentations, on a un lien naturel entre le ministère de MERN et le ministère de la Sécurité publique, ce qui fait en sorte que dès qu'il y a un événement, on active les processus et c'est très efficace, ça va très bien. À votre question précise, je ne pense pas que ça existe. Par contre, il y a des forums où on peut adresser cette problématique-là. On en a deux ici présentement, la GMQ et la KGO. Et ce que je suggère fortement, c'est d'éviter de créer un nouveau comité ou de mettre en place une forme de gouvernance X pour adresser ce problème-là. Il en existe déjà des tonnes. Il faut maintenant adresser la problématique dans chacun de ces forums-là pour être en mesure de créer un momentum, quelque chose pour être en mesure de livrer la marchandise et d'être en mesure d'être efficace lors d'urgence. Et je rejoins tellement mon collègue ici, mes deux collègues. Si on travaille déjà au niveau des mesures de mitigation, au niveau de la prévention, à se planifier avec la géomatique, avec votre contribution, parce que l'expertise en géomatique, il y en a plein, il y en a partout. Mis à contribution pour la gestion des risques, peut-être pas tant que ça. Je pense qu'on a tout intérêt à l'impliquer immédiatement, surtout en matière de prévention, de planification, ce qui deviendrait presque un automatisme quand il est le temps de mettre en place les mesures de réponse. Parce que les liens sont déjà créés, et entre vous et moi, en mesures d'urgence, quand on connaît déjà les gens, c'est beaucoup plus facile après d'adresser des problèmes et de les comprendre lorsqu'une situation d'urgence existe. Quand on n'a jamais connu son propre système de direction géomatique, en temps normal, mais quand l'urgence va arriver, ça ne se fera pas de façon aussi naturelle que si l'équipe avait été mise en contribution à l'avance. Tout à fait. Alors oui, on va aller avec les questions de la salle. Juste à te lever, donner ton nom pour tout le monde et puis poser la question le plus fort possible si tu n'as pas de micro. Alain Roboski, c'est Canada. Vous revenez sur une
commentaire que Mme Madeleine a fait sur, en fond, ce qu'il y a structurel, c'est des analyses, des scénarios avant la catastrophe, des hypothèses, on pose des hypothèses, etc. Dans le contexte comme lac mégantic, on a besoin de données très riches pour être capable de faire ces choses-là. On a besoin de la géologie, on a besoin des sols, on a besoin des eaux souterraines, on a besoin de l'hydrologie, on a besoin de l'atmosphère. C'est des montagnes devant le lumière, ça fait des tourbillons, le nuage toxique pour rester pogné dans le tourbillon. C'est ça vraiment par là dont on parle. Est-ce que ces données-là, qui probablement existent à travers un paquet d'organismes au Québec, est-ce que c'est possible de les rassembler et de mettre ça à la disposition des villes, des MRC, gouvernement du Québec, sécurité publique, pour que ça se fasse? De les rassembler ou de les rendre interopérables? En fait, probablement les rassembler, j'imagine que ça serait probablement essentiel. Pour résoudre les problèmes d'intégration potentielle, là, ça se résout pas tout à la volée, là. Ouais. Je peux peut-être me permettre, oui, vas-y. Si vous voulez bien. Cette donnée-là, elle existe dans chacune des organisations qui produisent cette donnée-là, on s'entend. En ce moment, chaque organisation structure ses données de sa façon pour ses besoins. Nous, au ministère, il y a déjà une dizaine d'années, on s'était donné justement là, ce mandat-là d'essayer de regrouper le maximum d'informations, ne serait-ce que gouvernementales, pour être en mesure d'être plus efficace lors d'une situation de sinistre. C'est pas toutes les données, un certain nombre de données. On a réussi à le faire, ce qui nous a permis de créer une base de données là, de téraoctets de l'ensemble des ministères. Il a quand même fallu la réorganiser, de la mettre à la disposition dans un format X, Y, Z. Et là, les problèmes commencent, c'est les ajouts. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui encore, cette base de données-là, c'est de l'ordre pour nous, même si la donnée n'est pas tous à jour, parce que la donnée existe et elle est développée. Et là, le défi, je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Il ne faut pas, je crois, à mon humble avis, l'idée des entrepôts de données est risquée. Je pense que de toute façon, la donnée va être structurée, mise à jour par le producteur d'information. Il faut maintenant aller un petit peu plus loin et trouver une façon de structurer cette donnée-là pour qu'elle soit partageable avec les autres. Et de créer justement ces moyens de circulation-là d'information pour être en mesure de l'exploiter quand le temps sera venu. Et pourquoi pas, en temps de paix, en temps normal, que lorsqu'il y a une production, je lance le défi, lorsqu'il y aura une production à faire, vous aurez besoin de données, d'essayer de trouver une astuce pour aller récupérer cette donnée-là et de la laisser peut-être de façon le plus intégrale possible près du producteur et de l'exploiter d'une façon X. Peut-être qu'on va arriver à un moment donné où des normes seront utilisées, une structuration plus standardisée sera appliquée. Et en urgence, ce sera beaucoup plus efficace. Mais je pense, et je ne suis pas un spécialiste en géométrie, vous en venez tous, structurer les données qui viennent des autres, c'est toujours un défi. Mais à partir du moment où on la restructure, on la dénature, alors la mise à jour devient encore plus complexe. Mais à votre question principale, non, ça n'existe pas. Je pense qu'il faudrait trouver une façon de virtuellement être en mesure de créer cette espèce d'entrepôt, mais ne serait-ce que de partager la connaissance de cette donnée-là qui existe, sur quel format elle existe et où la récupérer quand l'urgence arrivera, ce sera déjà un avantage. Et maintenant, je pense qu'il faut avoir cette rigueur-là de structurer la donnée et de créer une bonne métadonnée et de pouvoir partager ce qui est partageable. Pour être en mesure là, de pouvoir, ne serait-ce que de l'exploiter en urgence. Et là, c'est pas un problème technologique, c'est de gouvernance, c'est de communiquer cette information-là, de la rendre publique, de la faire connaître et, comme je le disais tout à l'heure, de s'assurer que vous, les praticiens, vous êtes en mesure de bien vendre ce potentiel-là aux gens qui font la planification des mesures d'urgence pour être en mesure de l'exploiter adéquatement. Investir finalement les efforts dans un travail qui est très, très clérical, dont les retombées sont plus pour les autres souvent que pour nous-mêmes à l'interne, mais qui fait partie de notre devoir, je dirais, citoyen ou corporatif. Oui, ici peut-être Mme Bellé, puis après ça Jacques. Oui, moi je voulais peut-être seulement ajouter un retour d'expérience au niveau du ministère de l'Agriculture. C'est sûr que oui, on a travaillé en grande collaboration avec le ministère de la Sécurité publique et avec l'ensemble des partenaires. Et un outil essentiel qui est provenant d'Environnement Canada est justement la modélisation du panache qui fait la dispersion de la contamination des particules en suspension. Et les dépôts au sol aussi, parce que de la modélisation, oui, au niveau de la caractérisation de l'air, mais aussi au niveau des dépôts au sol.
Et c'est sûr que nous, dans un premier temps, on s'est tourné justement vers le ministère de la Sécurité publique pour à obtenir l'information et aussi au ministère de l'Environnement, du Développement durable, Environnement et Changement climatique. Je m'excuse, environnement, avant c'était MDD EFP, et là maintenant c'est le MDD ENCC. Donc, je me mélange des fois avec les acronymes. Donc, c'est sûr que nous, pourquoi on a eu besoin justement le matin même, le 6 au matin, le 6 juillet, on était en collaboration avec certains des partenaires pour obtenir l'information que nous avons eue également et qui a permis d'établir, de prioriser justement, de connaître les clientèles, nos clientèles qui seraient potentiellement affectées. Pourquoi? Justement pour retenir les aliments, par exemple, qui auraient pu être contaminés subséquemment. Donc, c'est sûr, oui, une bonne collaboration à ce niveau-là. Fait que je ne sais pas si c'est un petit complément d'information, mais oui, on travaille. Nous, on a déjà toutes nos clientèles, et on travaille en collaboration aussi avec le ministère de la Sécurité publique là, à cet effet. Il y avait Jean Cossé qui voulait ajouter un mot. Oui, je voulais juste faire un petit bout de chemin sur ce que l'on disait, puis sur ce qu'il en disait aussi, à savoir que, oui, il y a un travail clérical à faire pour se trouver les normes, les modes d'échange, etc. Ça, on le sait, puis je pense que ça a sûrement déjà été beaucoup discuté dans le passé. Et là n'est pas le problème. L'intention est là. Et puis je pense que tous les gens qui sont ici sont plein de bonnes intentions. La problématique, à mon avis, se situe beaucoup plus au niveau de la volonté de le faire. Alors, la volonté, on a beau arriver et dire, moi je vais aller voir mon boss, puis écoute, boss, il va falloir qu'on mette 10% plus d'ouvrage dans la confection de nos données pour couvrir un aspect de sécurité civile. Et je ne sais pas comment est-ce que je vais être accueilli en arrivant tout simplement en disant que moi je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. Il faudrait que la pression, que la volonté vienne de plus haut. Puis là, je pense qu'on commence à parler de gouvernance. Est-ce qu'au-dessus de nous, la volonté est là qu'on fasse ces gestes, qu'on pose ces gestes-là pour faire en sorte qu'on ait un minimum acceptable pour alimenter un peu tout le monde. Là, c'est sûr, M. Dombrowski parlait de la Atlantique, puis il y a eu une grande concentration de beaucoup de données sur un petit territoire. Les autres, c'est le contraire. On couvre le Québec au complet avec les feux de forêt, toutes sortes de problématiques, toutes sortes d'infrastructures, il y a toutes sortes de villages. Alors, il y a différentes problématiques, différentes thématiques à traiter. Il faudrait regarder ce qui serait un minimum, mais aussi de convaincre les autorités qu'il faut au moins atteindre ce minimum-là. Merci Alain pour la question. Tu voulais rajouter quelque chose avant de passer à une autre personne? Oui, c'est ça, effectivement. Si vous voudriez peut-être apporter le micro et nommer votre nom, s'il vous plaît. Bonjour, Yves Lecotte. Monsieur Bergeron, je pense que vous avez touché un point essentiel concernant la gouvernance comme telle. Et on adresse beaucoup, comme M. Fortin l'a dit, on adresse beaucoup cette question-là en disant on est dans des forums, on échange, on adresse des problématiques, mais ces problématiques-là tombent dans le vide. Parce qu'il n'y a pas de mécanisme comme tel pour prendre en charge ces problématiques-là. Alors, il faut se poser la question, est-ce qu'au Québec, on est rendu assez mature dans notre évolution par rapport à l'échange des données pour se créer une structure de gouvernance? Pas besoin qu'elle soit là, OK? En France, ils ont cette structure de gouvernance-là, une espèce de chef exécutif qui, lors des catastrophes, va ordonner tout l'assemblage des données et qui va s'assurer que tout fonctionne bien. En Suisse, c'est la même chose. Donc, est-ce qu'au Canada aussi, on commence à avoir des changements au niveau des chefs exécutifs, au niveau des bases de données pour que ça fonctionne très bien? Alors, est-ce qu'on n'est pas rendu là à demander la création d'une structure de gouvernance dans le cas des données de sécurité civile? Alors, qu'est-ce que quelqu'un veut répondre? D'accord, il faut que ça monte au-dessus du débat qu'on a aujourd'hui, au-dessus des groupes qui sont tous d'accord et plein de bonne volonté. On prêche à des convertis, je crois, ici. Mais c'est ça, on est dans une époque de restriction budgétaire. Alors, il est plus dur d'avoir de l'écoute, à moins d'y aller de façon très formelle et d'y aller de façon unanime. Je veux dire, bon,
là, avez-vous assez peur avec le lac Mégantic? Voulez-vous qu'on attende d'avoir plus qu'une évacuation d'un feu de forêt, avoir un slave lake comme il y a eu dans l'Ouest canadien, au village de Brûlé-Complet? Alors, je pense que c'est sur ce clou-là qu'on peut taper, parce que quand on aura obtenu les autorisations et la reconnaissance d'aller plus loin, je ne suis pas inquiet pour la technologie, pour les données, pour les formats. Il y a plus de gens que nécessaire ici pour adresser cette problématique-là. Si je peux ajouter, c'est pas les outils qui nous manquent pour avoir des bases de données partagées. Nous aussi, tout existe. Là. On peut vraiment partager, avoir des bases de données bidirectionnelles, où est-ce que ça peut être poussé du central et repoussé des régions. Mais je vais ajouter qu'est-ce que vous dites. Oui, la volonté, la gouvernance. Et qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce qu'on est rendu assez nature? Je ne suis pas certaine si c'est qu'on est assez nature ou non. Mais plutôt que c'est juste donner une priorité avec des gouvernements qui ont des limites financières. Et plus on s'éloigne d'une catastrophe, moins c'est une priorité. Donc on est même déjà loin. Malgré le fait qu'on en parle aujourd'hui de cet événement, on est même déjà loin et c'est malheureux, mais c'est vrai, ça ne prend pas de temps avant que ça recule encore, que ça devienne, c'est pas si important. On doit dépenser nos énergies à éteindre le feu pour être prévenu. Donc, c'est malheureux, mais c'est ça. Je ne sais pas si ça va prendre de la bonne volonté dans une association comme ça, pour commencer entre nous, à structurer d'une façon qui est interactive et que ça va suivre par après. Je pense que l'important, c'est un autre défi lancé à la Somme, l'important, l'avenir pour ce partage-là de l'année, c'est que c'est pas important quelle méthode qui est utilisée, si c'est la vôtre, la nôtre, c'est important qu'elle soit uniforme, c'est tout. Si je peux ajouter, idéalement, je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense que ça prendrait une gouvernance claire, structurée, processus, avec des commandes claires, des façons de faire. Cependant, le système de sécurité civile, tel qu'il est aujourd'hui au Québec, c'est pas une gouvernance, c'est une vraie gouvernance. Je pense que le système actuellement est pris beaucoup plus sur la responsabilité des municipalités. Le cadre législatif est clair à cet effet. Et avant de voir peut-être un jour, qu'on aura une gouvernance pour adresser cette problématique-là, je pense qu'il y a du travail à faire maintenant. C'est vraiment de voir cette gouvernance-là qui pourrait être la solution. On va avoir encore bien des catastrophes à gérer. Moi, je pense qu'il faut absolument avoir en tête que maintenant, c'est quand ça va arriver. C'est comme ça qu'on doit gérer maintenant les risques. Il faut absolument se préparer et être en mesure de pouvoir livrer la marchandise quand l'urgence va arriver. Et c'est souvent à la dure. Mon collègue l'a bien présenté ce matin, quand une situation d'urgence arrive maintenant. Il faut changer, je pense, changer les façons de faire. On est encore, je pense, beaucoup dans votre domaine, dans une gestion silo. Silo de par l'organisation, mais par le livrable. J'ai un besoin, j'ai un projet, je livre. Il faut être en mesure de voir les choses autrement, puis de créer de l'horizontalité entre vous. Puis, ça, je ne penserais pas qu'à court terme, on ait cette gouvernance. Par contre, moi, ce que j'aime rappeler, c'est qu'il existe déjà des forums, il existe déjà des lieux. Nous aurait un exemple, ces temps-ci à la mode, on parle d'interopérabilité, on parle de logiciels libres, on parle de données ouvertes. Ça s'en vient. Donc, on ne parle pas de mesures d'urgence, on parle juste de, bon, moi je produis de la donnée, comment est-ce que je peux la rendre accessible aux autres? On est dans un début. On n'est pas encore réglé le problème de gouvernance, mais la communauté, de par cette nature-là, prend une tangente où on est plus ouvert à échanger la donnée. Pas toutes, certaines, on choisit la structure. Maintenant, le défi pour ceux qui ont déjà adopté ce nouveau style de vie-là, c'est comment aussi je peux la rendre partageable pour que l'autre puisse la récupérer. Donc, c'est là que les normes d'interopérabilité entrent en jeu. Mais moi, je pense que je suis optimiste par rapport à tous ces nouveaux engagements-là de la communauté géométrique, que ça va être de plus en plus possible. Mais il faut que chaque individu s'engage aussi à essayer d'améliorer la situation. C'est sûr qu'idéalement, l'approche top-down, avec une gouvernance, des commandes, on y va, c'est souhaitable, en tout cas ça organise davantage. Il ne faut pas oublier non plus que souvent, quand ça s'est mis en place,
on a besoin aussi de mettre en place des ressources financières. Si on tombe dans la guerre, c'est des ressources financières. Et la réalité d'aujourd'hui au Québec, les ressources financières sont, autant au gouvernement du Québec, dans chacune des municipalités, c'est difficile. Donc, il faut trouver des astuces, des possibilités, des capacités pour être meilleur. Donc, c'est dans ce contexte-là aussi qu'il faut travailler. Et moi, je pense que l'approche bottom-up peut être également efficace. Et ça commence par une prise de conscience et que chaque individu qui a une responsabilité dans ses dossiers va mettre ça dans son organisation également pour avoir une influence. Ça prend les deux pour que finalement ça fonctionne. Mme Boilly, vous voulez rajouter quelque chose, oui? C'est pour faire la suite, justement, en complément d'information. La gouvernance, je pense que c'est la clé. Puis, c'est ça, c'est que nous également, à l'intérieur de notre ministère, et c'est que les gestionnaires et les décideurs aient une bonne compréhension de l'utilisation de cet outil. Parfois aussi, on voit qu'il faut informer nos gestionnaires, informer nos décideurs. Et je crois que ça, c'est vraiment la clé, en tout cas pour nous, là, ça va commencer par nous. Souvent, la clé aussi, on dit que c'est faire des exercices, comprendre, avoir d'autres compréhensions aussi des mandats de tous et chacun, mais aussi qu'est-ce que nos voisins ont comme information. Et ça, honnêtement, ça passe souvent par, oui, des exercices, mais par les livres. Il faut qu'il y ait du budget, il faut que les gestionnaires les décideurs soient au fait là, il faut les sensibiliser là, à la sécurité civile et à l'outil de cet outil de gestion d'aide à la décision. Si je prends l'ensemble finalement des commentaires, on peut lancer des idées des fois sur des possibilités de projets suite à la question qui a été posée. Si on regarde ce qui a été mentionné par Mme Maletto sur l'identification de certains risques au niveau de la province, par exemple, les risques les plus importants, si on pense aussi au besoin de passer d'une approche purement entrepôt de données à une approche beaucoup plus favorisant l'interopérabilité. Et évidemment, tout ça, c'est progressif et on n'a jamais une solution qui est 100% d'un bord ou de l'autre à cause de la nature même des données. Je ne sais pas si on pense aux 10 travaux d'Astérix, par exemple. Est-ce qu'on ne pourra pas avoir les 10 travaux d'Annick et Donald qui permettraient de lancer un projet sur identifions les 10 plus grands risques que l'on court au Québec? On a eu Mégantic. Est-ce qu'il y a d'autres types de risques de ce genre-là? Et après ça, de regarder comment on pourrait les adresser avec une approche qui favoriserait encore plus l'interopérabilité entre les intervenants. Je pense à ça et aux 10 travaux d'Astérix, tout simplement parce que, suite à la question tout à l'heure, si on pense à vendre une approche, une vision aux politiciens, aux décideurs de haut niveau, c'est souvent difficile parce que c'est perçu comme étant du long terme et quelque chose qui est plus difficile à vendre à la population. Par contre, si on arrive avec des projets dans l'optique d'en arriver à ça ultérieurement, comme les 10 travaux de Donald et Annick, peut-être que ça pourrait nous aider d'aller de l'avant. Est-ce que ça ne passe pas par un projet, finalement, qu'on peut appeler pilote, prototype, peu importe, mais qui aurait une visibilité un peu dans l'élan encore de Mégantic, même si on a peut-être déjà un peu perdu cet élan-là, là? Ouais. Je veux dire qu'il faut même commencer en regardant la notion de risque. Mm-hmm. Parce que dans le lac Mégantic, si vous avez posé la même question, qui aurait répondu? Oui, il y a un risque chez nous, oui. Personne. Parce que c'est pas quelque chose qu'on dit. La même chose, le 16 octobre, il y a l'événement de la Grande Secousse à Montréal, pour ceux qui quand j'ai affiché des pancartes pour cet événement à la Ville de Montréal, j'ai également des employés qui m'ont dit: est-ce que c'est une farce? Non, mais là, on est à Montréal. Tu peux pas faire un affaire, puis ça. OK. Je veux dire, déjà là, mais qu'est-ce qui arrive la journée qu'il y en a un qui est un sensible? Notre notion de risque n'est pas nécessairement bien développée. Puis ceux qu'on connaît très bien, bien, on est beaucoup moins vulnérable parce qu'on est prêt pour ces risques. Mm-hmm. On n'est pas vulnérable nécessairement à ça, malgré qu'il y en a parmi ça dans les risques climatiques qui sont des fois surprenants quand même, comme le 98. C'est la première chose quand on identifie les 10 plus grands risques, ou des fois un peu sortir de l'idée de qu'est-ce qui arrive habituellement ici, avant de pouvoir même répondre à la question. Mm-hmm. Si je peux ajouter, oui.
gestion du risque, créer un projet. Moi, je pense qu'en ce moment, au moment où on se parle, il y a plein de planifications de mesures d'urgence et de gestion du risque qui se fait partout. Et vous n'êtes pas unique. Enfin, ce sont tous des projets que vous pourriez amener votre contribution au niveau de la planification des mesures d'urgence. S'il y a un message que je veux passer aujourd'hui aux gens de la salle ici, c'est que je pense qu'il y a tout intérêt à, ne serait-ce que de bien présenter votre contribution éventuelle lors des sinistres et dans la planification des mesures d'urgence. Et il y a probablement plein d'organisations parmi vous qui sont déjà bien liées avec les organisations de mesures d'urgence de votre municipalité, à titre d'exemple, ou de votre ministère avec le part. Peut-être que ce n'est pas le cas de tous. Donc, ne serait-ce que de cogner au one porte, de regarder ce qui se fait, et je serais curieux de voir dans chacune des organisations des projets comme ça existe. Moi, je prône beaucoup plus agir localement qu'agir globalement, et que localement, quand la situation va arriver, ça ne servira pas. Il faut commencer à insuffler un momentum et une utilisation de la géomatique aux fins de mesures d'urgence dans ces organisations directement auprès des municipalités d'une part, d'autre part des organisations par la suite, et de créer un moyen ensuite de partager l'information avec les autres. Juste pour terminer là-dessus, c'est qu'à partir du moment où, exemple, votre organisation, vous faites de la géomatique, vous aidez à la planification des mesures d'urgence ou dans votre municipalité, le travail ne fait que commencer, parce que par la suite, vous allez devoir cogner chez votre voisin pour savoir comment lui est planifié, comment lui est organisé, comment lui va pouvoir travailler en collaboration avec vous. Parce que quand un sinistre arrive, malheureusement, il ne se fie pas aux limites municipales. Souvent, un événement fait fi des frontières et on doit travailler à répondre avec les autres municipalités. Et en plus de ça, s'ajoute la problématique des ministères et organismes qui peuvent venir en contribution. Je pense qu'il faut vraiment adresser en premier cette problématique-là dans les petits projets dans lesquels on pourrait être mis en contribution. Ça, je lance ça comme ça en réponse. Peut-être pas un grand projet, mais je suis sûr qu'il y a déjà des projets en cours que vous n'êtes peut-être même pas impliqués. Donc, c'est beaucoup une question de dialogue et connaître les intervenants. Peut-être un mot de la fin, Jacques, s'il vous plaît? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que c'est sûr que c'est une bonne idée que tous les petits projets, comme toutes les municipalités, pourraient nous appeler une à une pour qu'on fasse, par exemple, une étude de vulnérabilité face aux incendies de forêt. On ne peut pas faire des démarches au cas par cas comme ça. C'est trop énergivore. Il faut qu'on y aille de façon plus globale. Et le global ne peut pas se faire sans une volonté supérieure au-dessus des autres, sans que ce soit quelque chose qui monte au cabinet du premier ministre. Là, mais ne serait-ce que, comme nous, on a vécu des événements qui finalement nous ont amenés à prendre la décision de se doter d'un plan de gestion, un plan ministériel de gestion des forêts, qui va englober plusieurs volets, dont la communication, la distribution d'informations. On va sûrement, évidemment, regarder cet aspect-là, de rendre notre information disponible à tous et à chacun. Là, de penser qu'il faut que moi, de mon côté, je pense que les gens des services sociaux ont besoin d'avoir le panache de fumée, puis qu'un autre a besoin de... C'est pas dans une démarche commune, avec un noyau, du moins un noyau dur pour orienter ça. On va partir. Moi, je ne sais pas par où commencer dans tout ça. J'ai besoin d'avoir une orientation ou un noyau dur auquel me greffer pour qu'on ait une base commune. Écoutez, on est même en train de s'organiser au ministère parce qu'on ne fait pas les choses de la même manière d'une région à l'autre et au centre. C'est culturel un peu. Et je sais que c'est pareil chez vous parce que j'ai eu à travailler avec des gens chez vous, des ORSC, puis l'approche n'est pas la même. Fait que là, on a besoin d'une uniformisation de base, que ce soit au niveau des procédures, que ce soit au niveau des données. Il va falloir que quelqu'un nous dise, oui, hey, go, il faut qu'on s'organise un petit peu mieux ça, sans que ce soit quelque chose de très gros qui va coûter 10 millions, 100 millions, 200 millions, mais ça nous prend une volonté. Moi, sans une volonté, j'ai toujours vendu mes projets, puis ça a toujours assez bien fonctionné parce que j'avais une volonté en haut, ils m'ont dit, OK, Jacques, vas-y. Puis les gens en région, si je n'ai pas de volonté au-dessus de moi, ils vont dire, hey, on a d'autres choses à faire que de donner un coup de main là-dedans. Malheureusement, c'est un peu ça. Ma réalité, ils m'ont vécu. Peut-être que ça peut être une solution hybride où on va avoir différents projets qui vont avancer en parallèle avec une démarche, on va essayer de se donner un noyau dur et une reconnaissance officielle. Je ne sais pas, mais bref. Merci.
Merci beaucoup. Alors, sur ça, on va clore notre discussion. J'aimerais beaucoup remercier justement nos 4 intervenants pour s'être prêtés à ce jeu. Ensuite, j'aimerais aussi beaucoup remercier les gens qui ont participé à organiser cette matinée, les gens de la MRC du Granit et de la ville de Lac-Mégantic, le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le ministère de la Sécurité publique, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Et finalement, si on regarde tout ça, on voit également qu'un débat comme ça, qu'une discussion comme ça démontre une fois de plus l'importance d'organismes comme l'AGMQ et l'ACRIGEO, parce que c'est au sein aussi d'organisations comme ça que les discussions peuvent se poursuivre, que des initiatives peuvent se prendre bottom-up et en même temps, quelques-uns qui peuvent influencer une approche top-down et ne pas toujours attendre des méga catastrophes pour qu'il se passe quelque chose. Donc, on a tous un rôle à jouer dans ça. Et plus on est sensibilisé au sujet, plus qu'on peut prendre des actions dans chacune de nos organisations pour effectivement faciliter le tout lorsqu'une prochaine catastrophe se présentera. Donc, ceci étant dit, ça termine notre demi-journée conjointe entre l'AGMQ et l'ACRIGEO. Cet après-midi, les gens de l'ACRIGEO, on doit se rencontrer au manoir Victoria. Donc, je vous invite, c'est uniquement les gens du gouvernement du Québec. Donc, je vous invite à vous joindre au manoir Victoria sans trop tarder parce que le repas est servi là-bas. Il ne commence pas tant que tout le monde n'est pas arrivé et assis. Alors, si vous ne voulez pas qu'on creve de faim par votre faute, je vous invite à procéder assez rapidement. Et pour les autres, je vous souhaite une bonne suite de congrès. Merci beaucoup.